Est-ce que vous êtes déjà demandé comment les constructeurs automobiles font pour gagner de l'argent en masse? Non? Eh ben c'est pas grave, on va quand même y répondre dans cet épisode. Boudjou, 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 boudjou. Et bonjour, et je suis heureux de vous retrouver pour ce deuxième journal du Soft. Aujourd'hui, on va parler de l'industrie automobile et de ses rouages. On va comprendre quelles astuces ils ont mis en place pour générer des chiffres d'affaires astronomiques. Et pour commencer, on va faire quelques brefs rappels historiques pour se rappeler qu'est-ce que l'industrie automobile et quand elle a commencé. Alors, l'industrie automobile, elle a commencé à la fin des années 1800, mais elle s'est intensifiée grâce à la consommation de masse du début des années 1900. Surtout aux États-Unis, avec un personnage clé, Henry Ford, qui a fondé, bien entendu, Toyota, presque. C'était Ford, enfin c'est dans le titre, mais c'est pas grave. Henry Ford, c'est le premier qui va mettre en œuvre les nouvelles organisations du travail, OST, et notamment les travaux d'un certain Taylor, Frederick Taylor, pour pas le citer. L'idée, c'est de mettre en place une nouvelle industrie capable de comprendre le besoin des ouvriers, mais aussi des acheteurs, tout en respectant l'environnement dans les processus de fabrication. L'idée, non, c'est pas du tout ça. En fait, l'idée, c'est de standardiser la production et que chaque ouvrier fasse la même chose tous les jours, tout le temps, tous les jours de sa vie, pour produire beaucoup, en masse, mais une chose unique. Et du coup, Ford devient le vrai premier industriel automobile, en sortant sa Ford T à 16,5 millions d'exemplaires. C'est tout de même 70 815 fois plus que la New Miari. Prends ça dans ta gueule, Bolloré. Ford a d'ailleurs eu cette grande phrase « Tu peux demander n'importe quelle couleur sur ta Ford T, tant qu'elle est noire ». La standardisation de la production par véhicule devient rapidement la norme, mais dans les années 1990, on va trouver mieux. Largement mieux. Produire un châssis en masse pour une voiture, c'est superbe. Mais si on pouvait produire un châssis en masse, mais mettre plusieurs voitures dessus, est-ce que ça serait pas le Saint Graal? Et cette idée, c'est la création de plateformes. Et une plateforme, c'est quoi? C'est l'idée d'avoir une base commune où on va assembler plusieurs modèles de véhicules. Et cette idée, elle vient du fait qu'à la fin des années 90, les constructeurs automobiles se sont regroupés sous la forme de groupes. Par exemple, le groupe Volkswagen a racheté en 1964 Audi, en 1986 Seat et en 1991 Skoda. Ce qui fait qu'à la fin des années 90, le groupe se retrouve avec 4 marques qui rentrent en concurrence dans les mêmes catégories de véhicules. Et 4 marques qui ont leur propre bureau d'études, leur propre moteur, leur propre châssis. Alors, pour faire des économies, multiplier les bénéfices tout en investissant très peu, il suffit juste de tout regrouper, avoir un seul bureau d'études, un seul moteur, un seul châssis, pour faire plein de véhicules. Par exemple, cette magnifique Audi A3 première génération. Elle partage la même plateforme qu'une Audi TT, une Golf 4, mais aussi une Bora, une New Beetle, une Seat Leon, une Seat Toledo et une Skoda Octavia. Et le nom de cette plateforme, c'est la PQ34. Cette technique de production, elle existait déjà, mais elle était beaucoup amplifiée par le fait que les constructeurs automobiles se sont assemblés en groupe. On va prendre le cas aussi de cette magnifique Modus de 2005. Quand vous voyez un tel bolide, vous vous dites c'est une voiture de papy que Renault, ils ont mis le châssis qu'ils trouvaient parce qu'ils voulaient pas s'embêter. Et effectivement, elle partage son châssis avec la Nissan Micra, la Nissan Note, la Nissan Cube et aussi la Clio 3. Alors bien sûr, cette Clio 3, mais surtout cette Clio 3 RS. Et le châssis de la Clio 3 RS, il est très réputé, mais il a une base commune avec toutes les voitures de sa plateforme, notamment la Modus. Et si vous ne me croyez pas, un jour essayez une Modus et vous verrez. C'est bluffant comme voiture. Et le système de plateforme, c'est une idée révolutionnaire pour les constructeurs, mais aussi pour les consommateurs, notamment ceux qui aiment bien le tuning, comme moi. En prenant l'exemple de la Clio 3 et notamment de la Clio 3 RS, il y a beaucoup de pièces sport de la Clio 3 RS qui sont compatibles avec les véhicules de cette plateforme. Par exemple, cette magnifique barre anti-rapprochement montée sur cette Modus, à la base, elle est faite pour une Clio 3 RS, mais c'est le même écartement entre les amortisseurs arrière. Du coup, on peut la mettre. Et zéro modification, ça passe tranquillement. Et inversement, les boîtes de vitesse des Clio 3 RS sont réputées un peu moins fiables que d'autres de la même gamme, et notamment celle de la Clio 3 GT, la TL4, c'est le nom de la boîte. Du coup, certains n'hésitent pas à prendre des boîtes de Clio 3 GT et de monter sur des Clio 3 RS en rallye, parce qu'elle est plus fiable. Et pas besoin de créer des supports spécifiques, parce que ce sont les mêmes supports de boîte. Mais bien sûr, on n'est pas tous fans de tuning, mais il y a d'autres avantages pour les consommateurs. Imaginons que demain vous avez une Clio 3 et que vous tombez en panne. On pourrait s'arrêter là dans l'explication, j'avoue. Votre voisin a une Nissan Micra, vous lui demandez de l'aide, il est un peu mécano, voilà. Il ouvre le capot et se rend compte que ça ressemble quand même beaucoup à sa Micra. Toutes les compétences qu'il a pu apprendre auprès de sa Micra, il va pouvoir presque les remettre sur votre Clio 3. Et du coup, c'est super. En tant que particulier qu'on a un peu mécano, si on apprend sur une voiture, il est largement plus simple de répéter ses compétences sur un autre type de véhicule qui partage la même plateforme. Et si c'est super pour nous, c'est aussi super pour les garages. Parce qu'en concession Renault,
Le mec, il va débarquer une Modus et une Clio 3. Ce qu'il apprend à faire sur l'un, il sait qu'il peut le refaire sur l'autre. Et ça, c'est un gain de temps de fou pour les mécaniciens. Et qui dit réduction du temps d'apprentissage pour les mécaniciens, dit aussi réduction du temps d'intervention. Donc ça veut dire qu'il peut faire plus de voitures à la journée. Surtout qu'au début des années 2000, en plus de mettre en place ce système de plateforme, on va aussi réduire le nombre de moteurs dans les gammes. Du coup, c'est superbe, les professionnels et les particuliers mettent moins de temps à réparer les petits problèmes que peuvent avoir les voitures. Sauf que ça embête les constructeurs, que les particuliers puissent réparer les voitures. Parce que ça fait moins de gens dans les concessions. Concessions qui rapportent de l'argent aux constructeurs en fonction de leur chiffre d'affaires. Donc si les gens viennent plus faire entretenir leur véhicule dans les concessions, moins de chiffre d'affaires pour les concessions, et les constructeurs perdent de l'argent. Et bizarrement, c'est justement à cette époque-là qu'on s'est rendu compte que certains constructeurs avaient compliqué en fait l'entretien courant des véhicules. Et on arrive à notre deuxième astuce, c'est la complexification de l'entretien courant. En langage de constructeur automobile, si tu veux que les gens entretiennent leur voiture dans tes concessions, oblige-les à le faire. Et effectivement, au début des années 2000, on se rend compte de quelque chose de bizarre. Pour certains constructeurs, l'entretien se complexifie. On va prendre comme exemple la Mercedes classe A, première génération. Ils ont décidé de mettre la batterie sous le passager, sous le tapis du passager. Ce qui est super pratique quand tu tombes en panne et que tu veux brancher des câbles. Parce que du coup, les autres gens, ils ont leur batterie dans le coffre. Mais du coup, toi, tu as ta porte qui est ouverte pour pouvoir passer les câbles. Et ça passe pas. Hyper pratique. Sauf si la personne qui vient t'aider a aussi une classe A. Et à ce moment-là, hop, tu te mets comme ça. Et là, tu peux brancher les câbles. Pas con, non? Et je sais pas si vous avez déjà essayé de porter une charge un peu lourde, comme une batterie à 4 pattes, le dos courbé. C'est pas hyper pratique. En plus du fait que, en fait, si votre passager il fait tomber de l'eau, mettez du Claude François, vous êtes dans le thème, quoi. Est-ce que ça serait pas une merveilleuse pratique pour t'obliger à appeler un dépanneur quand t'as plus de batterie, au lieu de faire appel à un de tes potes qui a des câbles? Et là où les constructeurs s'en sont donnés à cœur joie, c'est sur le changement des ampoules et la place derrière les optiques de phare, avant surtout. Et le constructeur qui remporte la palme de celui qui a le plus utilisé cette technique, c'est Renault. Et oui, fallait s'y attendre. Rassurez-vous, toujours la banane, toujours debout. Parce que pratiquement tous les modèles du début des années 2000 y ont eu le droit. La Clio, le Scénic, la Laguna, la Modus. Pour changer une ampoule grillée sur un phare avant sur une Modus, il faut lever la voiture, enlever la roue, enlever le passage de roue, accéder au bloc optique, potentiellement enlever le pare-choc avant, et là seulement vous pouvez changer votre ampoule. 1h30 de main d'œuvre. Et je vous rappelle que légalement vous devez toujours rouler avec des ampoules valides, qui fonctionnent. Du coup, si les gendarmes vous arrêtent et vous disent votre ampoule est grillée, vous allez devoir leur expliquer sur votre Modus que vous devez mettre 1h30 à changer une ampoule. Et d'ailleurs, ce souci d'accès au feu, il a été remonté au ministère chargé de l'industrie par un sénateur, M. Gournac-Alain, en 2011. Il a fait remonter ce dilemme, la loi oblige les automobilistes à toujours avoir des ampoules valides, mais comment faire quand pour changer ton ampoule, tu dois forcément passer par la case garage? Mais qu'est-ce que gagnent les constructeurs à complexifier l'entretien courant des véhicules? Eh ben de la thune. Ce concept de complexification de l'entretien courant, on peut un peu le rapprocher du concept d'obsolescence programmée dans l'électroménager. L'industriel qui a conçu ta machine à laver, il a prévu qu'elle tombe en panne dans 5 ans. Donc toi, dans 5 ans, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas tomber en panne, tu vas aller dans un magasin pour la faire réparer, la réparation est plus chère qu'un modèle neuf, t'achètes un modèle neuf. Du coup, tu rachètes un appareil tous les 5 ans. Pour l'industriel, c'est superbe, il sait qu'il a un roulement, pratiquement, d'appareil. Pour un véhicule, l'obsolescence programmée, c'est un peu trop complexe, parce qu'il y a des éléments de sécurité qui ne peuvent pas tomber en panne. Par contre, on peut tout faire pour complexifier assez l'entretien courant de ton véhicule, et t'obliger à passer par la case concession. Et c'est bien rodé, parce que ton ampoule, elle grille quoi? Une fois tous les ans, tous les 2 ans, grand max, donc tous les 2 ans. Tu vas en concession, tu fais réparer ta voiture, et là, le vendeur, il a le temps de montrer tout le showroom, pendant que ta voiture se fait réparer, avec les nouveaux modèles sortis. Et en plus, selon ton assurance, il y a des chances qu'elle prenne en charge la location d'une voiture de remplacement. Voiture qui sera bizarrement le même modèle que le tien, mais la version au-dessus, celle qui vient de sortir. Comme ça, dans ta tête, t'as une petite idée qui germe et qui te dit « Pourquoi j'achèterais pas un nouveau véhicule? En plus, le mien, il tombe en panne tous les 2 ans. Ça se trouve, celui-ci, il tombera pas en panne. » Et faut pas oublier que les concessions, ce sont des franchises qui payent une redevance pour utiliser le nom de la marque. Donc plus la concession fait d'argent, plus la marque, elle se fait de l'argent.
Et les concessions, elles sont un peu à voir dans tout ça, parce que du coup leurs mécaniciens sont occupés à faire de l'entretien courant sur les véhicules, et en plus, les propriétaires n'arrêtent pas de gueuler comme que les véhicules sont pas fiables, et c'est les concessions qui prennent ça droit dans la gueule. Et cette technique, elle a super bien fonctionné parce que les consommateurs, ils sont devenus hyper critiques envers les marques. Et au début des années 2000, il y a la démocratisation d'Internet. Bravo, vous êtes sur Internet. Vous allez voir, c'est facile. Du web, des blogs, des forums automobiles, qui vont permettre aux consommateurs de se réunir, de dialoguer des problèmes qu'ils rencontrent sur leur modèle et de trouver des solutions. Et les futurs acheteurs, ils peuvent se renseigner sur les éventuelles pannes des véhicules en vente. Et ça plaît pas trop aux constructeurs. Si vous demandez à un fan de Renault quand la marque a commencé à devenir moins fiable, début des années 2000, voilà. L'explication officielle des constructeurs, c'était des complexités d'ingénierie. Du coup, Mercedes, sur la classe A, ils n'ont pas été capables de mettre la batterie autre part qu'un endroit totalement inadapté. Par contre, pour faire des V8 biturbo, là, il n'y a pas de problème d'ingénierie, bizarrement. Et pareil chez Peugeot, on est capable de tout fumer en rallye. Par contre, faciliter l'accès au bloc optique avant des 307 et 407, là, il n'y a plus personne. Non, là, on sait pas faire. Non, c'est trop complexe. Ah ouais. Faire une 206 WRC, là, simple. Par contre, avancer un tout petit peu les optiques, non. Et pareil, chez Renault, pas foutu de laisser 5 cm de plus derrière le bloc optique avant des modus. Par contre, pour faire de Mégane 2RS qui va fumer tout le monde sur le NURB, là, il y a du monde. Alors, c'est super, bon, on adore, enfin, franchement, oui, à refaire, faites tout pareil, on est d'accord. Mais vous faites chier quand même, les gars. C'est 5 cm. C'est une main. Là, on passe pas la main. Elle passe pas. Elle veut pas. Non, bon. Même une petite main, hein, elle veut pas. Pour les constructeurs, cette technique, elle a hyper bien fonctionné pour les néophytes, ceux qui s'y connaissent peu en mécanique, en automobile. Parce que eux, ils ont été obligés de ramener leur voiture dans les concessions. Il n'y a pas eu le choix. Et bizarrement, les marques qui ont réussi, eux, à ingénier correctement leur véhicule, ce sont les marques japonaises. Pourtant, ils ont sorti des voitures tout aussi bien que les constructeurs européens ou américains, et tout aussi puissantes. Ça démontre bien qu'il y a un petit peu de mauvaise foi, et qu'à un moment donné, peut-être que les constructeurs, ils auraient dû se remettre en cause. Ou tester leur voiture, je sais pas, appeler des mécaniciens, et voir comment l'entretien courant se faisait. Elle est nulle, c'est un veau. Oh, attention, ce que vous dites. Pourquoi? C'est une... Sur ces belles paroles, maintenant, on va passer à la troisième astuce qui a été pratiquée massivement par tous les constructeurs automobiles, et dont les conséquences se font ressentir maintenant 20 ans plus tard. Je parle bien entendu de la délocalisation. Alors, la délocalisation, c'est quoi, Jamy? C'est le fait qu'une industrie, de manière philanthrope, décide d'installer ses moyens de production dans un autre pays, un pays où la main-d'œuvre est moins chère, mais décide de garder les salaires de son pays d'origine afin de favoriser le développement de ce pays pour permettre une élévation du niveau de vie dans ce pays, d'améliorer le bonheur de ses habitants et bien entendu de rendre les gens heureux. Non, en fait la délocalisation c'est tu produis dans un pays où la main-d'œuvre est chère, tu décides de remettre tes usines dans un pays où la main-d'œuvre est moins chère, mais par contre tu vends toujours au même prix. Du coup tu te fais des marges de fils de... Et toutes les industries l'ont pratiqué. L'industrie textile, l'industrie du plastique, l'industrie électronique et l'industrie de la sidérurgie. Et ça tombe bien parce que pour faire une voiture, on a un peu besoin de tout ça, tous ces éléments-là. T'as besoin d'un châssis en acier, t'as besoin d'électronique pour faire fonctionner ta voiture, t'as besoin de textile pour tes sièges, t'as besoin de plastique pour ton tableau de bord, t'assembles tout ça, et hop, une voiture. C'est aussi simple que ça. Ah ouais. Alors non, c'est pas aussi simple que ça, il y a environ 30 000 pièces dans une voiture et l'industrie automobile dépend de plein d'autres industries. Et à la fin des années 90, les industries ont décidé de délocaliser pour maximiser leurs profits et l'industrie automobile a fait de même. On va parler de l'industrie automobile française, parce qu'on est en France. Et l'industrie automobile française, elle a massivement délocalisé, notamment dans les pays du Maghreb, mais aussi en Turquie, dans les pays de l'Est, quand ils sont rentrés dans l'Union Européenne en 2004, et surtout, et aussi, en Laponie. Bah non. Pourtant, tu fais une Clio 3 édition Santa Claus. Tu demandes au petit lutin, là, de la fabriquer. Hop, t'es rentable. Mais les constructeurs automobiles, ils sont pas seulement arrêtés à délocaliser leur production, c'était trop simple. Ils ont aussi fait pression sur leurs sous-traitants et leurs fournisseurs pour qu'ils réduisent leurs coûts. Du coup, ils les ont obligés à délocaliser. Alors, ils ont été connards jusqu'au bout des choses. Bon connard, quoi. Pour vous donner une petite vision de l'ampleur de ce phénomène, le secteur automobile français a perdu entre 2004 et 2022 44% de ses emplois. Ça fait 125 000 emplois perdus en moins de 10 ans.
Et la part de production réalisée en France par les constructeurs français a été divisée par 2 entre 2003 et 2019, passant de 64% à 31%. C'est-à-dire que là, actuellement, les constructeurs français produisent plus à l'étranger qu'en France. Je vous mets justement en lien en dessous le rapport du Sénat qui a été fait sur ce sujet et qui explique un peu ces chiffres et tout ça. Et dans les années 2000, les grands constructeurs, pour faire passer les pilules, ils ont parlé de compétitivité. Normalement, vous l'avez entendu à toutes les sauces, la compétitivité face aux autres pays. Quand j'étais enfant, je me disais oui, il y a une logique. Si tous les autres constructeurs délocalisent leur production, ils vont pouvoir proposer des voitures à des prix beaucoup plus bas. Renault, PSA, ils vont se faire flinguer, c'est logique. Donc la délocalisation avait un sens. Suivre la marche en cours pour pouvoir réduire les prix de production afin de réduire le prix de vente et satisfaire les consommateurs. T'étais un gamin quand même vachement éveillé, non? Sauf que le prix des voitures neuves entre 1970 et 2022, il a fait qu'augmenter. Du coup, ils ont bien réduit leurs charges, par contre, ils n'ont jamais baissé les prix de vente. Et les constructeurs mondiaux, ils vont vivre une belle épopée avec des marges magnifiques jusqu'en 2015, là où Tesla est rentré sur le marché. Parce qu'avant, on pensait qu'il n'y avait aucun acteur qui pouvait rentrer sur le marché, on pensait que le marché de l'automobile, il était fermé. Mais avec les voitures électriques, ça change un peu la donne. Et quelques années après, il y a eu le Covid. Et les premières pénuries d'éléments électroniques. Ce qui engendrait pas mal de retard sur la livraison des véhicules. Et c'est à ce moment-là qu'il y a aussi un pays qui va commencer à avoir des bons constructeurs qui vont commencer à convoiter les marchés européens et américains. La Chine. Et il y a quelques années, on riait des constructeurs automobiles chinois qui présentaient des modèles qui ressemblaient vraiment, mais vraiment étrangement aux modèles européens. Vraiment, c'est à... Limite, ils ont juste enlevé le logo et ils ont mis leur logo. Et c'est normal parce que c'est eux qui fabriquaient une grande partie des pièces. Donc c'est hyper simple d'assembler et de changer le logo, ils ont les pièces. Pourquoi pas le faire ? Mais après le Covid, il y a un peu tout qui a changé. Les constructeurs automobiles chinois ont commencé à sortir des véhicules qui rivalisent, voire dépassent les véhicules européens et américains. Par exemple, on va prendre la Renault 5, qui est le dernier petit bijou de chez Renault. Elle coûte actuellement 24 990 € pour une autonomie de 301 km et 95 chevaux. Et la même voiture, mais chez BYD, constructeur chinois, c'est la Dolphin, qui a 19 990 € pour exactement les mêmes caractéristiques. Autonomie 300 km, 95 chevaux. Niveau design, on aime ou on n'aime pas, voilà, mais c'est quand même 5 000 € moins cher. Juste pour info, Renault, c'est ça de la compétitivité. Mais il n'est pas là vraiment le point central. Il y a un autre détail sous-jacent. Le composant principal d'une voiture, c'est le moteur. Et pour une voiture électrique, on peut rajouter la batterie. En tant que constructeur, ces deux éléments sont importants parce que c'est le cœur de la voiture. C'est son âme, on va dire. Chez BYD, pour la Dolphin, le moteur et la batterie sont fabriqués en Chine, et c'est une marque chinoise, il y a une logique. Et je pense que là, vous le voyez venir, pour la Renault 5, le moteur est fabriqué par Shanghai eDrive. C'est une conception chinoise. Alors récemment, il y a une usine qui va s'implanter pour qu'il soit assemblé en France, mais c'est une conception chinoise. Et pour la batterie de la Renault 5, c'est pareil. La batterie est une conception chinoise, de chez Envision Energy. Renault a juste fait un partenariat avec Envision Energy pour produire la batterie en France, mais c'est une conception chinoise. Donc là, actuellement, la Renault 5 a un moteur et une batterie chinoise de conception chinoise, qui était même fabriquée en Chine avant. BYD contrôle mieux sa chaîne de production que Renault. Un constructeur nouveau-né contrôle mieux sa chaîne de production qu'un constructeur centenaire. Ça fait quand même un peu peur là. Pour Renault, hein, pas pour BYD, pour Renault. Et c'est le grand retour de bâton des constructeurs automobiles. Parce qu'il y a 20 ans, ils délocalisaient, maintenant c'est les pays où ils délocalisaient qui commencent à produire des voitures pour leur marché. Et là, ils se font baiser, parce qu'ils sont pas assez compétitifs. Et c'est là l'ironie de la situation, les constructeurs automobiles sont en train de se plaindre que les constructeurs chinois ont des véhicules trop compétitifs pour eux, alors que c'est eux-mêmes qui ont aidé la Chine à construire des véhicules compétitifs. Et ils sont partis pour ces raisons-là, pour être plus compétitifs. Et maintenant qu'il y a quelqu'un de vraiment compétitif, ils se plaignent. On dirait des enfants. Si on revient un peu en arrière, Henry Ford, en 1900, il avait compris quelque chose. Il avait compris que si ses salariés pouvaient s'offrir ces voitures, ils allaient acheter leurs voitures. Les constructeurs ont décidé de délocaliser leur production parce que la main-d'œuvre était trop chère. Cette main-d'œuvre-là, elle va pas acheter leur voiture. Coup dur pour les constructeurs, mais est-ce qu'on pleure vraiment les gens qui nous mettent des couteaux dans le dos ? À part Nabila.